Bonjour tout le monde et bienvenue pour la critique numéro 39 je crois. Et aujourd'hui nous allons parler de The Avalanches. Alors The Avalanches est un groupe que j'ai découvert très récemment. Visiblement il s'agit d'un groupe d'électro un peu house à l'ancienne et qui a quand même laissé une grande empreinte sur le genre et visiblement aussi dans les racines de l'électro-funk. Avec leur album Since I Left You en 2000. Et c'est leur dernier album avant celui dont on va parler aujourd'hui. Donc ça fait 16 ans. 16 ans avant la sortie de cet album, qui apparemment a eu un parcours un peu chaotique, puisqu'il a été repoussé plusieurs fois, puis presque annulé car le groupe s'est séparé puis reconstitué. Bref, si jamais j'avais connu le groupe avant, et que j'ai été un plus grand fan, j'aurais sûrement été un peu désespéré, de la même manière que pour Detox. Et en suivant, comme toujours, l'actualité musicale, j'ai pris connaissance donc très récemment du groupe, en voyant leur nom un peu partout, alors que les rumeurs s'intensifiaient. Donc le voici, ce fameux album, un peu messy, qui s'appelle Wildflower, qui reste dans la lignée du premier, plus ou moins, ce qui est un peu une surprise considérant son parcours. Donc, bon, qu'avons-nous donc? Nous avons de la musique très inspirée du funk, du blues, du jazz, avec de la house et de l'électro-funk, mais on est quand même sur un style de house plus à l'ancienne, donc dire que c'est de l'électro-funk c'est peut-être un peu forcé, vous attendez pas du tout avec du Caravan Palace, c'est vraiment pas ce style-là, donc rien à voir avec ce qu'on peut voir de plus moderne. Déjà toutes les musiques sans exception sont basées sur des samples, avec à chaque fois un sample plus que les autres, et c'est comme ça qu'ils différencient un peu leur musique, c'est en fonction du sample sur lequel est basée la musique. Même s'il y a, malgré tout, énormément de samples différents dans chaque musique, c'est-à-dire beaucoup de samples très mineurs qu'on entend dans les détails, mais j'y reviendrai plus tard. Alors ce sont des samples souvent vocaux qui viennent de différentes époques. À titre d'exemple, l'album commence après son intro sur une musique basée sur un sample des années 70, des vocaux féminins, qui font quand même un peu années 50, voire 40. Donc ça m'a surpris de voir que le sample venait des années 70. Donc c'est un vocal féminin de soul. Puis après on a la fameuse musique Frankie Sinatra, avec un sample des années 40 pour le coup, de Calypso. Le Calypso, genre musical que je ne connaissais pas, donc décidément je ne fais que découvrir des trucs avec cet album. Alors le Calypso c'est un genre de musique type carnaval, folk, des Antilles et du Venezuela. Enfin bref, parlons-en de cette musique Frankie Sinatra puisque c'est le single principal de l'album. C'est une musique qui illustre assez bien l'album dans son ensemble, avec un style joyeux, carnavalesque, et surtout qui est en featuring avec Danny Brown et MF Doom, donc deux rappeurs extrêmement talentueux. Donc Danny Brown il a fait les albums XXX et All qui sont des super albums, c'est un très très bon rappeur de Detroit. MF Doom lui c'est un très grand rappeur qui a fait énormément de choses différentes, qui a un style très à lui, qui est beaucoup plus à l'ancienne, d'ailleurs il est plus vieux que Danny Brown, enfin bref. Ce sont deux très grands rappeurs. Grâce à eux, entre autres, la track est absolument énorme. C'est une track qui est unique, je vous conseille d'aller l'écouter maintenant. Ou alors avec l'album. Mais en dehors de cela, sur l'album on reste beaucoup sur de la house classique des années 90, donc pas trop comme Frankie Sinatra qui est difficilement rapprochable à la house. Donc on a des musiques très colorées, pas tout autant mémorables malheureusement. Les samples sont très très bien utilisés, les basses sont super attachantes, on retient aussi facilement les vocaux et on a plein de petits détails de samples à droite à gauche qui rendent cet album très joyeux et très intéressant. Il est vraiment très entraînant, très coloré, très festif. Maintenant il faut qu'on parle de sa construction parce qu'il y a pas mal de choses à dire. L'album a 21 pistes pour 1 heure quasiment pile. Elles utilisent elles aussi un sample même si ce sont des musiques beaucoup plus courtes. En dehors de cela, entre les pistes, on a deux types de transitions. Soit la musique se fond dans des bruits d'ambiance comme une foule, des bruits de fête. Soit on a une transition type house où on ne l'entend même pas si on n'est pas au courant que la track a changé. En ce sens, on peut un peu rapprocher l'album à Homework de Daft Punk pour sa construction. Beaucoup de pistes, transitions mixées en DJ ou avec des bruits d'ambiance pour donner une atmosphère, disons, un peu authentique, un peu underground, festive, un peu populaire en fait. Alors évidemment, on est 20 ans après Homework, mais l'album étant bien différent sur le plan musical, et il est encore une fois très coloré, on n'est pas du tout sur quelque chose qu'on pourrait dire de déjà vu. D'ailleurs, avoir un fondu sur une musique qui sonne carnaval vers une ambiance carnaval, pour moi ça a du sens. Ça donne encore une fois un côté authentique et populaire à l'album. De la même manière que pour Homework, qui d'ailleurs voulait dire fait maison littéralement, il donnait ce côté authentique, populaire, fait maison. Vers la fin de l'album, on a aussi une transition avec un sample qui, on dirait que c'est un sample de dessin animé ou de cartoon, de quelque chose comme ça, avant une musique très légère, donc encore une fois ça a du sens, donc bref, c'est super bien.
Quant aux transitions typiques de la vague de House, quand c'est bien mixé et tout ça, ça ne vieillit pas de toute façon. Hein. Là, ça fait vraiment cool là aussi. C'est un enregistrement ambitieux, 21 pistes, fait sur 16 années, etc. Donc j'irai jusqu'à dire que la construction de l'album est sa plus grande qualité finalement. En dehors de cela, que peut-on noter comme point négatif? Parce qu'il y en a un peu quand même. Eh bien l'inégalité de certaines pistes, notamment dans la deuxième moitié. Globalement, plus on progresse dans l'album, moins il fait d'effets. Tout d'abord parce que quand on a compris dans quelle atmosphère il était joyeux pendant une heure, et comment il a été construit, on est de moins en moins surpris, évidemment. Et en plus, même en prenant les musiques en elles-mêmes, les meilleures sont quand même vers le début de toute façon. Donc l'album, à cause de ça, se termine plus ou moins en queue de poisson. Donc même si la structure de l'album que j'ai salué en ce qui concerne les transitions, le concept, tout ça, il faudrait quand même souligner que le choix des pistes aurait pu être un peu mieux. On peut aussi dire que l'album ayant été fait sur tant d'années, il n'a pas l'impression d'avoir beaucoup évolué. Certaines tracks de l'album ont été faites autour de genre 2004, 2003, des choses comme ça. En fait, la seule manière de véritablement voir qu'on n'est pas dans la même période que pour Since I Left You en 2000, et qu'il y a beaucoup de featuring avec des rappeurs, notamment des rappeurs du moment. Donc Danny Brown, MF Doom, les exemples de Frankie Sinatra. Mais bon, il y a aussi Biz Markie, qui est un rappeur très connu des années 90, qui maintenant a plus de 50 ans. Donc c'est pas forcément à 100% vrai. Donc ce que je veux dire au final, c'est que l'album aurait presque pu sortir en 2003, 2002, 2004, genre un deuxième album normal hein, par rapport au premier qui a été sorti en 2000. Donc plutôt d'être vraiment un album sur 16 ans, on est plutôt sur un album qui finalement a du retard, à cause de son développement chaotique. Et je pense que je peux avoir un recul là-dessus, étant donné que je n'attends pas cet album depuis 16 ans personnellement. Beaucoup de fans vont dire « c'est exceptionnel » sans trop réfléchir, juste parce que c'est le groupe qu'ils aiment, c'est-à-dire The Avalanches. Et d'autres, à l'inverse, fans aussi, vont être très déçus car ils ont un peu l'impression d'avoir attendu cet album pour moins que ce qu'ils espéraient. Avec le recul que j'ai de ne pas avoir connu le groupe avant, je peux dire que c'est un très bon album de house avec un style bien à lui, encore une fois coloré, etc. D'excellentes transitions, un album très bien construit, sauf sur l'aspect du choix des pistes qui aurait pu être un peu mieux, énormément d'influences différentes, mais qui est un peu inégal, qui est un peu en retard aussi. Mais au final, ce que je peux en dire, donc, c'est quand même un très bon album, donc allez l'écouter, ça vaut le coup, c'est original et vous n'avez entendu que très peu de choses qui ressemblaient à ça normalement auparavant. Donc voilà, une très bonne écoute. Et maintenant passons à un autre album qui était attendu par les fans de hip-hop, Snoop Dogg, donc le premier album de hip-hop depuis longtemps. Parce qu'il a eu une période reggae, avec l'album de Snoop Lion Reincarnated, donc en 2013, puis une période funk, qui correspond donc à la vague de la G-Funk, etc., avec Bush en 2015, l'année dernière. Et là, Snoop Dogg revient avec son nouvel album, Kool-Aid, cette année. Donc un album de 77 minutes, donc plutôt ambitieux, sur 20 pistes, aux durées normales, sur 3-4 minutes normales. Donc voilà, encore une fois, si vous êtes un fan de hip-hop, etc., vous attendez cet album. Si vous êtes un peu un puriste de Snoop Dogg et que vous attendiez son retour dans le hip-hop, eh bien vous attendiez cet album également. Moi, à vrai dire, j'étais pas au courant qu'il sortait quelques jours avant sa sortie. Donc je l'ai écouté sans trop savoir à quoi m'attendre. Donc l'album commence avec le single principal, Legend, qui est une track très banale de trap. Une basse un peu distordue assez sympa, avec sa stéréo, mais honnêtement, le flow de Snoop Dogg n'est pas terrible dedans, et le refrain a trop d'importance, alors que lui aussi est vraiment très moyen. Le refrain de cette track est vraiment plutôt énervant, et c'est principalement ça qui gâche la track. En plus du fait que la musique globalement est assez générique. Donc là, c'est le single principal, et c'est la première piste. Ça laisse quand même rien présager de bon pour la suite. Et malheureusement, c'est à peu près ce qu'on peut résumer pour les autres tracks de ce style de l'album. Du trap gangsta, de plus en plus ennuyeux, déjà vu, qui aurait pu avoir 3-4 ans, même plus, avec par moments de l'autotune mal utilisé, un flow très moyen, qui est très décevant pour Snoop Dogg. Et ça continue, et ça continue. Alors des fois on a un peu plus de old school, mais là aussi c'est très prévisible. Tout est déjà vu et revu, complètement sur l'opposé de l'album de Schoolboy Q que j'ai revu aussi. C'est complètement chiant. Alors Snoop Dogg, il avait arrêté le hip-hop et il a fait du bon reggae, pour moi. Je sais que les critiques étaient assez inégales là-dessus, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé son album de reggae. Il a fait un très bon album de funk, et à ce retour je pense qu'il ne sait plus trop faire de hip-hop, tout simplement. Ça se voit au niveau de son flow, qui a vraiment vieilli. Je veux dire, là il ressemble plus à un rappeur absolument lambda. S'il n'était pas connu à ce point-là, il ne décollerait probablement jamais, sauf avec de la chance ou de l'argent. Sauf que vu que c'est Snoop Dogg, il peut déjà se propulser et faire des albums ambitieux, mais malheureusement le flow ne suit plus. Quant à l'originalité des tracks, encore moins.
Et ce n'est pas le fait qu'il y a énormément de gens qui ont contribué à cet album, mais genre vraiment énormément, qui va changer quelque chose, puisque cet album n'est vraiment pour l'instant pas terrible. Alors, si je devais relever quelque chose de mieux dans cet album quand même, ce serait la track Two or More, que j'attendais quand j'ai vu la tracklist, car elle est produite par Snoop Dogg lui-même. Car oui, si vous ne saviez pas, Snoop Dogg occasionnellement produit des musiques, sous un autre pseudo, je ne sais plus lequel c'est. Bref, on est sur du funk ici pour le coup, donc c'est une track qui aurait presque pu être dans Bush. Avec pas mal d'influences, on a un peu de cheap, des sons un peu vraiment différents, donc je suis agréablement surpris par cette track. C'est un peu 4 minutes rafraîchissantes sur un album méga lourd. Et vu que c'est plutôt bien réussi en termes d'instru, je vois bien Snoop Dogg avoir de l'avenir là-dedans. Sérieusement, il a collaboré avec plein de gens pour donner un résultat un peu merdique, mais la seule track qui est faite par Snoop Dogg en grande majorité, donc de A à Z, c'est la meilleure de l'album. Donc ça laisse penser quand même que Snoop Dogg a plus d'avenir quand il fait des choses plus personnelles. Bon, sinon il y a aussi la track Light It Up qui est pas mal, où l'autotune est un peu trop envahissant, mais à part ça, la track est pas mal, donc il y a quand même des tracks qui sont assez correctes. Mais sur un album qui est quand même vachement lourd, donc ça gâche tout quoi. Juste pour finir sur l'album, parce que après ça redevient pas terrible après ces tracks là dont j'ai parlé, je trouve incroyable que God Does utilise un effet surutilisé que l'on peut trouver dans FL Studio à la première seconde. C'est un tape stop, un effet de scratch qui fait comme ça, que l'on peut trouver sur FL Studio. Et donc ce n'est qu'un exemple, il y a plein de petits détails comme ça très énervants qui font qu'on sent que l'album est complètement fini un peu à la pisse et qui cherche moyennement à ressembler à un bon album de hip-hop assez classique, avec un peu une structure etc. à la Dr. Dre dans les années 90, mais il n'a aucun avantage pour lui. Cet album est un peu surproduit, mais avec pourtant une finition complètement ratée, elle est complètement artificielle, commerciale. Vous l'aurez compris, c'est un mauvais album qui est prévisible, ennuyeux et même très lourd sur la fin, à cause de sa durée. Car oui, étant un album ambitieux de 77 minutes, il se casse la gueule d'autant plus fort. Il devient extrêmement lourd d'écouter du début à la fin. C'est difficile. Je pense qu'au point où on est Snoop, il s'en bat un peu vraiment les couilles en fait. Le mec a décidé qu'il serait Rasta, puis il a fait du funk, juste comme ça en claquant des doigts. Et là il se dit qu'il va faire un petit album de rap de derrière les fagots, sans même sur le fond se préoccuper de la qualité de ce qu'il fait. Il sait qu'il a une fanbase très conséquente derrière lui, alors les gens comme moi qui vont dire que ce n'est pas bon musicalement, je pense qu'il s'en bat vraiment complètement les couilles. Toujours est-il que cet album n'est pas un bon album, et que tout le monde l'aura oublié dans les semaines à venir, si ce n'est les jours à venir. Et c'est tant mieux. Il dit être une légende, mais quand il sera mort, on se rappellera d'autres albums que celui-là. On se rappellera de Snoop Afella, de Dogfather, de Reincarnated, de Bush, mais pas de cet album-là, Snoop Dogg. Mais je reste optimiste. Pourquoi ? Parce qu'il a montré que si son flow a baissé, il sait toujours produire des bons sons, même probablement mieux qu'avant. Il sait composer, et je pense que s'il faisait un album personnel, pas surproduit, pas avec énormément de featuring inutiles, pas conforme à des normes de radio, etc., pas formaté, mais vraiment personnel, fait en grande partie par lui-même avec des thèmes plus ou moins intéressants que dans cet album, là, il pourrait avoir un très bon album de hip-hop. Et donc, en voyant le potentiel qui lui reste, je refuse de dire que l'œuvre de Snoop Dogg est morte. Je pense que Snoop Dogg, s'il ne fait pas de la merde, peut avoir encore un bon avenir, malgré le fait que ce soit maintenant un ancien du hip-hop. Voilà, donc c'est la fin de cette critique 39. On se retrouve très bientôt parce qu'il y a des albums qui sortent en ce moment qui sont intéressants. Encore une fois, désolé pour la qualité de cette vidéo. Cela sera réglé très bientôt quand je serai chez moi. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!